Chers téléspectateurs de Wafrica TV, maintenant que la Coupe du Monde est terminée et bien loin des émotions, nous pouvons faire une évaluation relativement objective parce que c'est à peu près ça l'idéologie, si on peut l'appeler ainsi, de votre chaîne. Bonjour, Dr Claude Bekombo. Bonjour. Dr Claude Bekombo, Wafrica TV vous a invité pour discuter du Qatar dans la géopolitique du sport. Tout à fait. Première question, est-ce qu'il y a une géopolitique du sport? Tout à fait, il y a une géopolitique du sport, en ce sens que pour les États, autant que le pouvoir économique, que la domination militaire, que la domination stratégique, il y a donc une géopolitique, des rapports de force basés sur l'instrumentalisation et l'utilisation du sport comme facteur de puissance des États. Donc la géopolitique du sport existe bien, elle se manifeste par la convoitise des États et d'autres types d'organisations subétatiques sur les enjeux, les intérêts, la plus-value qu'apporte le sport dans la projection internationale, dans le positionnement international, dans la représentativité que l'État peut avoir dans l'espace international. Donc il y a une véritable géopolitique du sport qui se manifeste dans les interactions que ces acteurs de l'espace international peuvent avoir avec le sport en termes d'organisation des compétitions internationales, en termes de résultats, en termes de records sportifs appartenant aux différents États, en termes de performances sportives appartenant aux différents États. Donc il y a une véritable action de puissance, activité de puissance tout autour de l'activité sportive internationale. Donc sportive pris dans le sens de toutes les disciplines sportives et non seulement certaines disciplines très connues. Docteur, au début de la Coupe du Monde, avant la Coupe du Monde, quelques mois avant notamment, on a eu beaucoup de groupes, de pays qui appelaient à un boycott pratiquement de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que c'était question de droits de l'homme, le Qatar, il y a 6500 personnes qui sont mortes pendant les travaux, voilà. Et comment est-ce qu'on peut comprendre que ce sentiment se soit estompé au fur et à mesure que la Coupe du Monde avançait? Tout à fait. Il y a eu indéniablement un vent de scepticisme qui s'est emparé on peut appeler ça la communauté internationale, même si c'est un terme à géométrie variable. Qui s'est emparé de la communauté internationale tant sur la capacité, non pas sur la capacité du Qatar à pouvoir organiser cette Coupe du Monde, mais plutôt sur des attaques à caractère, sur des valeurs. Des attaques sur des valeurs. Donc c'est la communauté internationale, entre guillemets encore, devrais-je dire, parce que ce n'est pas le large espace de la communauté internationale qui attaquait le Qatar sur ses valeurs. Ces attaques venaient d'une certaine zone bien localisée, c'est-à-dire en gros l'Occident, qui estimait effectivement que sur certaines valeurs que la communauté internationale aurait en partage, le Qatar serait à la traîne. Comme effectivement, vous l'avez dit, les droits de l'homme, les droits des travailleurs, et ainsi de suite. Et effectivement, les questions environnementales. Issues à la production carbone des différentes constructions et de stades et ainsi de suite, au fait qu'effectivement, pendant le mois de décembre, que le climat ne serait pas favorable pour la pratique des activités sportives dans le football. Il fallait donc que le Qatar puisse remédier en ayant des infrastructures climatisées, ainsi de suite. Donc il y a aussi des attaques sur les droits de l'homme. Les droits de l'homme dans l'Occident se vaut le porte-étendard, même si c'est un débat ouvert qu'on peut avoir sur le fait que cet Occident est effectivement porteur, est effectivement garant de ces droits de l'homme à l'intérieur de cet espace occidental. Mais il y a eu on a taxé le Qatar d'utiliser des travailleurs clandestins, de couvrir le nombre de morts dans des chantiers parce que les chantiers qataris ne respecteraient pas des normes, des standards internationaux en matière de construction. Donc ça veut dire qu'on remet effectivement en cause la technicité et la capacité du Qatar à pouvoir mener des travaux en respectant des règles techniques de structuration du travail. Donc en fait,
toute la remise en cause était basée sur la protection des droits des travailleurs migrants, effectivement qu'ils vivaient dans des espaces assez paupérisés, des espaces qui ne respectent pas un certain nombre de normes en matière d'accueil des travailleurs et de respect des droits, effectivement droit à l'assurance, droit à la santé, c'est effectivement. Donc il y a eu un ensemble de récriminations suivies de documentaires assez marquants, dont le dernier en date effectivement concernant, qui a une résonance particulière, c'est concernant le logement de l'équipe de France de football, finaliste de cette Coupe du Monde et champion du monde. Je pense que c'était pour cette raison que effectivement ce documentaire initié par des chaînes françaises a eu tant d'écho pour démontrer effectivement où logeaient, dans quel espace paupérisé logeaient les travailleurs de cet espace, cet hôtel. Ceux qui ont conçu l'hôtel, ceux qui travailleraient dans cet hôtel-là pendant cette période-là, vivaient dans des espaces insalubres, et voilà, il s'agitait donc un discrédit sur toutes les valeurs défendues par le Qatar dans la construction de ces infrastructures. La réaction, n'est-ce pas, du président de la Fédération française de football a créé un lever de bouclier, effectivement, en disant qu'effectivement, il connaît des endroits ici en Europe où ça se passe effectivement comme ça. Donc, ça met en perspective ce que je disais sur les porte-étendards de ces valeurs défendues par la communauté internationale auprès de leur espace eux-mêmes pour pouvoir donner des leçons à d'autres espaces. Donc, derrière tout cela, on serait naïf de ne voir que un débat sur les valeurs de la communauté internationale, les valeurs protégées par la dite communauté internationale partagée. Il y a nécessairement, vous avez parlé de géopolitique du sport, cette fois-ci une dimension géopolitique simple de ces revendications sur les valeurs. Parce que n'oublions pas que c'est la première Coupe du Monde organisée par le monde arabe et qu'effectivement, il y a effectivement ce clivage occidental-arabe sur des valeurs, avec une vision de l'Occident que il y a certaines divergences de perception sur l'homme, sur son rapport à son espace, que charrie le monde arabe de manière ontologique, et que effectivement ce n'est pas parce qu'il y a organisation d'une compétition sportive que le monde occidental perdra de vue cette idéologie marquée. Donc l'idéologie marquée se transforme par des réactions sur des valeurs, tenant en compte un certain nombre de faits relativement marginaux et qui se passent dans tous les espaces où il y a eu des compétitions pareilles. Nous savons très bien, et c'est très documenté, que le Brésil, que la France elle-même a organisé des Coupes du Monde, que la Russie, beaucoup de pays européens ont organisé des Coupes du Monde où la veille, on passait soit un coup de pinceau, à gauche où on installait un certain nombre de choses, tout n'était pas particulièrement prêt. Oui. Il y a eu effectivement dans beaucoup de Coupes du Monde organisées par la France elle-même des plaintes de travailleurs qui dénonçaient le rythme de travail et ainsi de suite et tout. Donc il y a eu ce vent de scepticisme. J'insiste sur le fait que le scepticisme n'était pas porté sur la capacité du Qatar à organiser effectivement cette Coupe du Monde, mais plutôt sur les valeurs que l'organisation de cette Coupe du Monde va véhiculer auprès du Qatar. Donc, il y avait contestation des valeurs prônées par le Qatar à l'occasion de cette Coupe du Monde. Remarquons, et ceci avec curiosité, que ce scepticisme sur la Coupe du Monde a été porté par les médias français. Notamment relevons que les médias que nous écoutons sont en général ces médias français-là, et que progressivement, au fur et à mesure que la Coupe du Monde avançait, on n'entendait plus parler de ces valeurs-là. Est-ce que la montée, l'évolution de l'équipe de France dans la compétition aurait participé à ça? Alors, je suis, je ne dirais pas embarrassé, mais je suis un peu gêné par le comportement dual de certains médias, et surtout particulièrement des médias français,
qui ont abandonné effectivement cette campagne, parce que cette campagne de contestation, de scepticisme sur les valeurs... On peut même dire de sabotage. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire sabotage, mais je dirais quand même qu'il y avait du scepticisme, et bien entendu, quand on dit sceptique, ça veut dire quelque part qu'on ne croit pas effectivement en la capacité de ces personnes-là à le faire. Au fond, au final, même si on attaque les valeurs. Donc ça revient au même. Ce n'est qu'une question de sémantique et de vocabulaire. Mais ce qui est curieux, c'est que cette campagne était forte avant la Coupe du Monde, comme vous l'avez relevé, fort justement. Elle était forte avant la Coupe du Monde. On se posait des questions sur les ressorts effectifs de cette campagne, les objectifs, la téléologie de cette campagne au final. Est-ce que c'était une campagne pour délocaliser l'organisation de la Coupe du Monde, pour décrédibiliser l'organisateur de la Coupe du Monde, malgré tous les efforts qui ont été mis en place? Parce qu'il faut rappeler que c'est quasiment 200 milliards d'euros qui ont été investis par le Qatar pour la construction non seulement des stades, mais de tout un réseau routier qui reliait les stades entre eux. Il faut savoir que tous ces stades se situent quasiment dans un même espace. Donc, et avec des métros gratuits, il y a eu beaucoup d'efforts faits par le Qatar qui démontrent effectivement que c'est l'une des Coupes du Monde les plus organisées, les plus réussies au niveau de l'organisation, parce qu'il y a eu beaucoup de paramètres qui ont été pris en charge, le logement gratuit, les invitations gratuites. Il y a eu beaucoup de choses que le Qatar a mis en place, qu'il n'y avait pas dans d'autres Coupes du Monde, qu'il n'y avait vraiment pas. Donc, est-ce que cette entreprise de sabotage était dans une logique de ternir l'image de marque du Qatar, ou alors de d'entretenir un climat de suspicion? Je me garde le droit de penser qu'effectivement, il y a eu une idéologie bien pensante occidentale, je peux la mettre comme ça, pour effectivement démontrer que tout ce qui peut venir du monde arabe aura toujours quelque tare congénital d'inorganisation, de violation des droits de l'homme et ainsi de suite. Maintenant, on constate aussi qu'avec le début de la compétition, quand ils se sont rendus compte que la campagne de scepticisme ne prenait pas, que la FIFA tenait bon, que le Qatar tenait bon et que les ambassadeurs, je pense que la logique du scepticisme a été contrecarrée par la logique des ambassadeurs français de cette Coupe du Monde, parce que Zinedine Zidane a été ambassadeur de cette Coupe d'Afrique, de cette Coupe du Monde, pardon, excusez-moi, et qu'effectivement Marcel Desailly a porté le trophée jusqu'au Qatar, et ainsi de suite. Ils ont donc compris l'implication particulière de la France, et que effectivement la posture du président de la Fédération française qui remettait les choses dans son contexte pour effectivement faire comprendre que c'est pas à la France de porter cet étendard. Et la posture des joueurs, avant même que les premières délégations n'arrivent au Qatar, la posture des capitaines des équipes qui disaient effectivement que c'était des discussions qu'il fallait régler politiques et qu'ils ne s'en mêlaient pas nécessairement. Donc c'était un débat, une attaque sur des valeurs qui était portée, mais qui a cessé dès que le droit à la compétition a commencé, sur effectivement le fait que c'est un pays musulman qui n'acceptait pas l'homosexualité, tous les principes LGBT. Voilà. Est-ce les capitaines des équipes pouvaient porter des brassards faisant de l'ode au monde LGBT et ainsi de suite, non arc-en-ciel, effectivement. Voilà, il y a eu des échanges sur ces questions-là, mais qui étaient loin du football, loin de la capacité opérationnelle du Qatar à organiser cette Coupe du Monde, ce qui était le débat le plus intéressant. À organiser cette Coupe du Monde, est-ce qu'il y aurait des impacts sur la compétitivité parce que c'est organisé en décembre? Il y avait des vrais débats, ça nous a éloigné des vrais débats, ça nous a éloigné des débats techniques, et on a fait effectivement un débat sur les valeurs partagées par la communauté internationale, et ça s'est bien senti. C'est la raison pour laquelle, vous avez raison, dès que la compétition véritable a commencé, tous les porte-étendards de cette discussion sur les valeurs se sont effectivement tus. Est-ce que la montée de l'équipe de France, par exemple, jusqu'en finale, aurait participé à ça? Est-ce que les médias francophones... À mon sens, non, parce que dès que la compétition a commencé, toutes les questions relevant du respect des droits de l'homme, des droits des migrants, du respect de la vie des LGBT passaient en seconde zone.
par rapport à la compétitivité. Je pense que tout le monde était intéressé de savoir quelles sont les équipes compétitives, que feront les équipes africaines. Est-ce que le mois de décembre est un mois idoine pour la Coupe du Monde? Est-ce que les équipes se plaignent du climat, de l'environnement? Est-ce que les stades, les stades avec des climatiseurs sont des stades qui permettent la performance? Est-ce que les équipes se sont plaintes? Est-ce que les pelouses étaient de bonne qualité? Est-ce que les terrains d'entraînement étaient de bonne qualité? Est-ce que le transport? Vous savez que à la Coupe du Monde en Russie, il y a eu le problème de transport. Il y a eu un halo sur le déplacement des délégations qui étaient obligées de quitter l'hôtel 3 heures avant pour être sûr d'arriver à temps. Voilà, il y a eu des questions d'embouteillage et ainsi de suite, pour lesquelles j'invite d'ailleurs ces protagonistes à avoir un regard. On peut bien avoir cette discussion et mettre effectivement des Coupes du Monde, des problèmes qui s'est passé dans différentes Coupes du Monde, côte à côte, pour voir qu'effectivement, dans certains pays de l'Occident, il y a effectivement ces différentes questions qui se posent. Donc, quand la compétition a commencé, c'était plutôt d'autres préoccupations qui occupaient l'espace public et les préoccupations je pense qu'il n'y a vraiment pas eu de préoccupations de cet ordre-là qui animait l'espace public. C'était plutôt de voir le niveau de compétitivité qui a surpris beaucoup de monde. Voilà, et je pense que ces questions-là ont été reléguées au second plan dès que la compétition est terminée. C'est vrai que la compétition n'est pas terminée depuis longtemps, mais on se rend compte qu'effectivement, il n'y a pas eu de problème de sécurité. On ne s'est pas plaint après la compétition d'avoir eu d'autres types de problèmes de déplacement à l'intérieur du Qatar. Notre club de Combo, nous parlons de géopolitique et aussi d'image que peut renvoyer le Qatar. Mais on parle beaucoup de corruption, sans vraiment de démenti, autour d'abord de l'octroi de la Coupe du Monde au Qatar, mais ensuite, même pendant la Coupe du Monde, il nous souvient qu'il y a quelques députés européens qui sont suspectés d'avoir pris des liasses d'argent au Qatar pour améliorer leur langage devant notamment les parlements, au moins dans l'opinion internationale, le langage dans l'opinion internationale sur le Qatar, pour soigner l'image du Qatar. Quelle analyse vous faites-vous en tant que spécialiste? Je pense que c'est des questions qu'il faut prendre avec beaucoup de distance et beaucoup de froideur à mon sens. Parce que le Qatar n'invente pas la poudre. La réalité, c'est que le sport, à partir du moment où le sport est devenu professionnel, à partir du moment où il y a eu de l'économie dans le sport, l'argent est entré dans le sport charrie aussi l'état de la société. Les questions de corruption ou alors les questions de gouvernance ne datent pas de la Coupe du Monde du Qatar. Là, il y a eu les Jeux Olympiques en Angleterre où il y a eu ces questions avec des preuves, où on a sanctionné des officiels du CIO. Il y a eu le Salt Lake City Gate, il y a avant qu'on ne parle de corruption, qu'on ne commence, pour l'instant, c'est juste de manière informelle dont on parle. Effectivement, il y a l'action de ces députés dont vous avez parlé. On espère qu'elle va prospérer et qu'une enquête sera ouverte et qu'on saura effectivement ce qui s'est passé. Mais le Qatar n'invente pas la poudre. Je pense qu'il y a eu d'autres condamnations qui démontrent très bien que c'est des pratiques coutumières, séculaires dans la communauté sportive. Que les États, c'est pour ça qu'on parle de géopolitique du sport, effectivement, les États sont dans la logique de conquérir l'organisation des compétitions sportives. Et pour cela, pour améliorer leur visibilité, leur représentativité, leur image dans l'espace international classique. Et c'est la raison pour laquelle ces États sont prêts à tout, même à utiliser les moyens non conventionnels. Ce n'est pas un discours moralisateur de le dire, c'est une pratique qui est courante. Parce qu'effectivement, dans la compétition, il faut s'occuper de ceux qui vont décider, de ceux qui vont voter et voir ce qu'on peut apporter. Donc maintenant, c'est une pratique. Maintenant, s'il faut mettre un terme à ces pratiques-là, il faut effectivement inventer, imaginer un cahier de charges, imaginer des processus et des procédures qui permettront aux candidats de être sûr qu'à partir du moment où on a des critères, 80% ou 90% des critères, qu'on est sûr de gagner.
et que les critères ne sont plus des critères aléatoires. À partir du moment où il y a les aléas, et je vous confirme que je vous ai donné des exemples tout à l'heure, ce n'est pas avec la Coupe du Monde du Qatar qu'on commence à parler de FIFA Gate. Non, le FIFA Gate, c'est depuis que la Coupe du Monde existe qu'on parle, et les Jeux Olympiques, en tout cas dans le monde sportif, qu'on parle effectivement de ces entreprises de corruption. Donc, ce n'est pas symptomatique au Qatar. Il ne faudrait pas avoir cette vision-là. Il y a beaucoup de Coupes du Monde qui sont contestées, des Jeux Olympiques qui sont contestés, qui ont été octroyés par ces méthodes-là. Et c'est tout à fait normal que les États qui ont de haute lutte eu des compétitions, qui estiment qu'il y a des groupes de personnes qui font du bad buzz sur leur compétition, qu'ils essayent de polir leur image en essayant de régler le problème. Et c'est peut-être maintenant que je vous pose la vraie question de l'entretien. Est-ce que le Qatar s'en sort vraiment plus solide qu'avant, après la Coupe du Monde? Il y a eu une augmentation en termes économiques en ce qui concerne le tourisme. Le Qatar a eu les arrivées à hauteur de 169% d'augmentation en 2022 à cause de cette Coupe du Monde. Par rapport à l'année 2021, où effectivement, ils étaient à 60-70% d'arrivée internationale à cause du tourisme. Donc, c'est quasiment doublé. Quasiment doublé. Alors, ça part des travailleurs qui avaient eu effectivement le taux de chômage qui était de 1,8% en 2021 est passé à 0,7% en 2022 à cause du fait que des travaux liés à la Coupe du Monde. Donc, ça veut dire qu'il y a effectivement quelque chose que le Qatar a pu bénéficier. Le produit intérieur brut du Qatar a augmenté en 2022 de 4,7%. Donc, ce qui fait que il y a des investissements que le Qatar a pu faire à cause de cette Coupe du Monde. Et le Qatar a pu donc drainer des investissements directs étrangers dans le pays qui favorisent, n'est-ce pas, un certain nombre de secteurs. Le tourisme, par exemple, est un des secteurs qui a évolué. Il n'y avait pas que les stades de football. Il y avait d'autres sites, il y avait d'autres activités culturelles. La culture a aussi eu, il y a eu en marge des matchs, il y a eu des galas culturels, il y a eu des foires, un certain nombre d'activités qui ont été organisées. Vous vous rendez compte qu'effectivement, que la majorité des délégations, il n'y avait pas que des supporters. Il y avait effectivement l'activité économique, il y avait les hommes d'affaires qui sont venus. Final, il y a Elon Musk qui était là, tout à fait. Les gens de Donald Trump qui étaient là. Tout à fait. Donc il y a eu des hommes d'affaires. C'était effectivement une activité. Le Qatar a jumelé le sport et l'économie. Effectivement. Et il y a, comme c'est un pays riche en gaz et en minerais, justement, il y a eu effectivement des discussions, des contrats signés en marge de cette compétition pour permettre au pays de pouvoir bénéficier de ces matchs. Donc, je crois que pour la première fois, un pays ne s'est pas simplement focalisé sur l'intérêt sportif. Il s'est focalisé sur l'intérêt culturel, sur l'économie, sur sa visibilité, voilà. Et je crois que c'est vraiment une Coupe du Monde qui, pour la première fois, a touché plusieurs autres aspects. Les recettes prévues de 2 milliards d'euros par rapport aux investissements, aux dépenses de 200 milliards d'euros peuvent paraître en trompe-l'œil. En trompe-l'œil parce qu'effectivement, les recettes prennent en compte peut-être les billets de 600, presque 80 millions, voilà, un certain nombre de choses, des hôtels et tout, mais ça ne prend pas en compte les contrats signés, ça ne prend pas en compte un certain nombre d'externalités qui ne sont pas liées directement à la compétition. Quand on fait 200 milliards dépensés pour la construction des stades, des transports et tout, et on fait 2 milliards de recettes, on peut avoir une perception tronquée de ce que le Qatar lui-même a reçu en termes d'investissement. Hormis cela, il y a, quand on parle de géopolitique, le Qatar a démontré aux yeux du monde qu'il est capable d'organiser à lui seul une Coupe du Monde. Rappelez-vous que la prochaine, c'est 3 pays. C'est 3 pays.
Donc, vous voyez que c'est une performance acceptable. À lui seul, une Coupe du Monde, comme d'autres pays, comme les États-Unis l'ont fait avant, comme la France, comme l'Allemagne, comme la Russie. Donc ça vous place le Qatar dans l'espace de la géopolitique mondiale, dans l'espace des pays capables à eux seuls d'accueillir une Coupe du Monde bien réussie, sans qu'aucune délégation ne se plaigne. Voilà, donc je crois que le Qatar prend date. Et d'ailleurs, ce n'est que la confirmation de la position stratégique du Qatar dans la géopolitique du sport depuis plus de 20 ans, puisqu'il y a un Grand Prix automobile que le Qatar organise, dans la F1, il y a un Grand Prix au Qatar. Il y a la Coupe du Monde de volley que le Qatar a organisée, la Coupe du Monde de hand que le Qatar a organisée. Il y a un Grand Prix cycliste international de l'UCI que le Qatar organise. Donc le Qatar est une destination qui se positionne effectivement, sans compter les effets marketing sur les grandes compétitions comme la Ligue des Champions, les différents championnats où le Qatar investit de manière globale pour sa visibilité. Le Qatar a confirmé avec cette Coupe du Monde qu'elle a une place forte dans la géopolitique mondiale. Et on peut considérer que sur le plan de l'image internationale du Qatar, il en a gagné. Tout à fait. Le Qatar a démontré effectivement, comme on vient de le dire, qu'à l'image des autres superpuissances mondiales, il est capable d'organiser un certain nombre d'événements à caractère universel, sans qu'il n'y ait de couac, sans qu'il y ait autant que ce que peut faire de mieux les autres puissances mondiales. Et à partir de ce moment-là, se positionne dans la géopolitique du sport comme un candidat sérieux pour l'organisation des compétitions de ce type. Je ne serais pas surpris que le Qatar se positionne déjà sur l'organisation d'une édition des Jeux Olympiques très prochainement et que son dossier soit bien entendu reçu favorablement par le CIO. Pour sortir peut-être, est-ce qu'on peut parler d'une victoire aussi pour le monde musulman? C'est indéniable. C'est indéniable. Parce qu'effectivement, et ce n'est pas le monde musulman qui a placé cette compétition sous le sceau de la guerre Occident-monde musulman. C'est effectivement les officines occidentales qui, en encourageant ce vent de scepticisme, en encourageant cet élan de scepticisme dans le respect des valeurs de la communauté internationale, qui ont installé cette confrontation et cette capacité du Qatar à pouvoir répondre. Et effectivement, l'organisation et le fait que, effectivement, pendant cette Coupe du Monde, une équipe comme le Maroc a pu atteindre les demi-finales, démontre effectivement qu'il y a beaucoup d'espoir pour le monde arabe en termes d'organisation de ces compétitions et de compétitivité à travers les résultats sportifs du Maroc. Merci infiniment, Dr Claude Bekumbo. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, disons-nous à très bientôt sur Africa TV.